Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau ce soir sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous littéraire nocturne quotidien préféré, je l'espère, sur votre chaîne D8. On est ensemble ce soir pour quelques heures de lecture. Vous connaissez le principe. Je vous propose de rester avec nous, ou avec moi plutôt, sur le canapé de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, on poursuit donc les fables de Jean de La Fontaine. Une œuvre qui a été considérée d'ailleurs comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Et on va reprendre au moment où nous en étions au chapitre 8 avec l'aigle et l'escargot. D'ici là, n'oubliez pas de réagir avec nous sur les réseaux sociaux en tapant donc #VBN. Mais tout de suite, on poursuit la lecture et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit avec nous sur D8. L'aigle et l'escargot. L'aigle donnait la chasse à maître Jean Lapin, qui droit à son terrier s'enfuyait au plus vite. Le trou de l'escargot se rencontre en chemin. Je laisse à penser s'y se gîte. Était sûr, mais où mieux, Jean Lapin s'y blottit, l'aigle fondant sur lui nonobstant cet asile. L'escargot incède et dit : Princesse des oiseaux, il vous est fort facile d'enlever malgré moi ce pauvre malheureux. Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie, et puisque Jean Lapin vous demande la vie, donnez-la lui, de grâce, ou l'ôtez à tous deux. C'est mon voisin, c'est mon compère. L'oiseau de Jupiter, sans répondre un seul mot, choque de l'aile l'escargot, l'étourdit, l'oblige à se taire, enlève Jean Lapin. L'escargot, indigné, vole au nid de l'oiseau, fracasse en son absence ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce espérance, pas un seul ne fut épargné. L'aigle étant de retour et voyant ce ménage, remplit le ciel de cris et pour comble de rage, ne sait sur qui venger le tort qu'elle a souffert. Elle gémit en vain, sa plainte au vent se perd. Il fallut pour 7 ans vivre en mer affligée. L'an suivant, elle mit son nid en lieu plus haut. L'escargot prend son temps, fait faire aux œufs le saut. La mort de Jean Lapin de Réchef est vengée. Ce second deuil fut tel que l'écho de ses bois n'endormit de plus de 6 mois. L'oiseau qui porte Ganymède, du monarque des dieux, enfin implore l'aide. Dépose en son giron ses œufs et croit qu'en paix ils seront dans ce lieu. Que pour ses intérêts, Jupiter se verra contraint de les défendre. Hardi qui les irait la prendre. Aussi ne les y prit-on pas. Leur ennemi changea de note. Sur la robe du dieu fit tomber une crotte. Le dieu, la secouant, jeta les œufs à bas. Quand l'aigle sut l'inadvertance, elle menaça Jupiter d'abandonner sa cour, d'aller vivre au désert, avec mainte autre extravagance. Le pauvre Jupiter se tut. Devant son tribunal, l'escargot comparut, fit sa plainte et conta l'affaire. On fit entendre à l'aigle enfin qu'elle avait tort. Mais les deux ennemis, n'en voulant point d'accord, le monarque des dieux s'avisa pour bien faire, de transporter le temps où l'aigle fait l'amour en une autre saison, quand la race escarbotte est en quartier d'hiver et comme la marmotte se cache et ne voit point le jour. Le lion et le moucheron. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots
que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros, dans l'abord il se met au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dents en la bête irritée. Qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir, le malheureux lion se déchire lui-même. Fait résonner sa queue alentour de ses flancs, bat l'air qui n'en peut, mais sa fureur extrême. Le fatigue, l'abat, et le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. L'âne chargé d'éponge et l'âne chargé de sel. Un ânier sous sceptre à la main, mené en empereur romain, deux coursiers à longue oreille. L'un éponge chargé marchait comme un courrier. Et l'autre se faisant prier pour porter, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel, nos gaillards pèlerins, par mont, par vaux, par chemin, au gué d'une rivière à la feinte arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau puis échappa. Car, au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien. Sur ses épaules soulagées, camarade épongier prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne, à l'eau. Jusqu'au col, il se plonge. Lui, le conducteur et l'éponge, tous trois, burent d'autant, l'ânier et le grison, firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante. Et de tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours, qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux